Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de la Mulligan TV. Alors je dis vidéo, mais ce sera un peu plus que ça, ce sera une Tube-analyse. Tube-analyse, en fait, ça vient tout simplement de mon pseudo, Tsubasa, et du mot analyse, c'est la contraction des deux. Et en fait, je pourrais passer pour quelqu'un d'intelligent à vous dire ça, genre j'ai une idée de génie, et en fait, ça vient pas du tout de moi, je rends à César ce qui appartient à César. C'est Chicha qui a eu cette idée, et c'est vrai que dans ces moments-là, je me dis quand même que c'est pas pour rien qu'il est chef. Donc voilà, Tube Analyse, où nous allons parler aujourd'hui donc de la nomination du Premier ministre. Non, non, pas du tout en fait. C'est vrai qu'on a un Premier ministre qui est démissionnaire depuis mi-juillet, et là, voilà, on a l'impression que plus personne n'en parle. Mais c'est pas grave, parce que pourquoi? C'est quoi qui nous intéresse, nous? C'est la méta du chapitre 5, et je la trouve extrêmement intéressante. C'est pour ça que je vais vous livrer donc mes impressions en fait sur ce qu'il en est actuellement. Et pour appuyer, pour étayer mes propos, je vais me servir du Mulligan Challenge numéro 12, qui a eu lieu donc il y a quelques jours, en fait, en deux temps. Jeudi 29 août, donc vraiment comme je dis il y a quelques jours, jeudi soir, on a 32 joueurs qui se sont affrontés donc en remote. En remote, pour ceux qui ne le sauraient pas au cas où je le précise, donc c'est pas par caméra interposée. Et ça s'est déroulé sous le format suivant, donc 5 rondes de BO2. BO2, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est pour nous entraîner en fait au Disney Lorcana Challenge, qui sont dans ce format. Donc 5 rondes de BO2. Et à l'issue, on a le top 4 qui s'est retrouvé donc quelques jours plus tard, donc c'était le lundi, je crois qu'on était le 2 ou le 3 septembre, et qui se sont affrontés donc en élimination directe, donc deux demi-finales, et les finalistes, et ça on en parlera un peu plus longuement donc dans les minutes qui vont suivre. Et à noter qu'en termes de lot, parce que c'était un tournoi qui était payant donc à hauteur de 10 euros, et 10 euros donc avec des belles récompenses à la clé, donc les troisième et quatrième, je les citerai plus tard, et voilà, des joueurs plutôt sympathiques, ils ont remporté donc 6 boosters. Le deuxième, sympathique aussi, 12 boosters. Et le premier, bah, le plus sympathique parce que c'est lui qui a gagné, et bien en fait il est parti avec un display du chapitre 5. Je rappelle que tout ça est possible grâce au partenariat aussi donc avec Trollune et le sponsoring de Ravensburger. Voilà, comme ça Chicha il va me mettre deux ou trois petits bons points et c'est bon pour la suite. Donc je disais le Mulligan Challenge numéro 12 qui a eu lieu il y a quelques jours. Et je vous ai dit, il y avait 32 joueurs. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est savoir ce qu'ont amené ces 32 joueurs pour qu'on puisse analyser ensemble, est-ce qu'il y a un début de méta qui est en train de se dessiner? Est-ce qu'on est toujours dans le flou total? Et pour répondre à cette question, sans plus tarder, les 32 joueurs ont choisi ces decks-là. Alors, ces decks-là, bon, d'accord, il n'y a pas trop de surprises sur les deux, voire les trois premiers. On avait parlé du Mulligan Challenge pardon, numéro 11. Et Amber Steel était à ce moment-là donc le deck le plus représenté, je crois, avec 10 joueurs qui avaient sollicité donc les services du Amber Steel et 8 à l'époque qui avaient choisi Ruby Saphir. Et on voit que là, bon, vraiment les deux sont à égalité, mais ils sont toujours sur les deux premières marches du podium et chacun d'entre eux donc, a été choisi par 7 joueurs. Donc le style song avec différentes déclinaisons, le Ruby Saphir. Et pour terminer le podium, on a le fameux donc rouge-violet qui reprend un petit peu du poil de la bête. Ça s'explique par plusieurs raisons, on le verra un petit peu par la suite également. Et on a le deck qui est cher à nos amis, donc Chicha, dont j'ai déjà parlé, également Neminour, d'ailleurs qui est le duo, on va dire le binôme de commentateurs pour les Mulligan Challenge. Donc leur fameux bleu-gris, leur deck de cœur, qui était totalement absent du Mulligan Challenge numéro 11, et bien là, qui avait 4 représentants. Ensuite, on avait donc le vert violet, qui lui donc avait un ou deux joueurs la fois précédente, et qui là donc se trouve à être joué par trois représentants. On a le violet gris, trois personnes également, le jaune vert, deux personnes, et un gris vert qui s'est perdu. C'est vrai que je ne sais même pas qui c'est. Ah si, je crois que c'était un gris vert meul en plus. Yomi, il me semble qu'il joue souvent des decks exotiques. Et voilà, c'est vrai que c'est appréciable. Le vert gris, on va dire, avait son lot de détracteurs, notamment à cause de Bucky, Diablo du chapitre précédent. Là, voilà, le gris vert, du coup, est beaucoup moins présent, beaucoup moins toxique. Et donc il a perdu en popularité parce qu'il est également beaucoup moins puissant. Mais voilà, il avait un représentant et ça fait plaisir quand même de le revoir sous une forme un peu différente. Donc là, on avait les 32 joueurs sur les lignes de départ
qui jouait ceci. Donc le field, voilà, il était tel quel. Ce qui est important de voir, c'est que si on prend les trois premiers decks réunis, si on les additionne en termes de pourcentage, donc ça représente 57%. Donc on voit qu'il y a trois decks qui représentent allez, une grosse moitié. Et si on ajoute après également le Saphir Steel, à 4 decks, on a au moins les deux tiers du format. Donc on a un format qui se stabilise. Également, on voit à travers le nombre de decks qui est représenté. Donc là, il y en a 8. La fois précédente, il y en avait 9, ce qui veut dire que la méta, en quelque sorte, elle est en train de s'affiner. Plus ça va, plus il y a des decks qui se dégagent et qui sont de plus en plus joués par les joueurs. Même si là, voilà, le deck le plus joué, Amber Steel, a moins de représentants d'aficionados, hein, si je puis me permettre. Mais quoi qu'il en soit, le field de manière générale est en train de se resserrer. Donc la ligne de départ, c'était ça. Ensuite, on passe au top 8. Parce que la ligne de départ, c'est bien, ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Typiquement, sur un grand tournoi, comme on va avoir lieu par exemple à Lyon là, dans quelques jours et tournoi auquel je participerai, ce qu'il faut pour préparer sereinement, en tout cas dans des bonnes conditions, on va dire, le choix du deck et également sa decklist, c'est s'imaginer à peu près quel deck sera présent et en quelle proportion. Donc c'est pour ça que analyser les tops, c'est une bonne chose, voir les decks qui performent le plus, mais c'est également extrêmement intéressant de savoir quels étaient les decks qui composaient donc la ligne de départ. Donc on a vu le top 32, là on passe au top 8, et donc la Sainte Trinité, si on peut l'appeler comme ça, donc Ruby Améthyste, Ruby Saphir et Amber Steel, et bien ces decks-là, qui étaient les trois decks les plus représentés, le sont également donc au niveau du top 8. Ils ont placé donc chacun de leurs représentants. Le Saphir Steel a mis un de ses joueurs et également pour le violet gris. Et en termes de pourcentage, donc on avait Steel Song et Blues, c'était 21%. Viouge 15%, donc on voit que les deux premiers, donc Steel Song et Blues, sont dans des proportions assez similaires dans le sens où ils sont passés de 21 à 25%. Et on a le Viouge qui fait une très belle progression, donc de 15 à 25%, donc ça a quasiment doublé en termes de représentativité au niveau du field. Et on a donc les deux derniers, donc bleu-gris, violet-gris, qui eux étaient aux alentours de 10% et qui ont un peu progressé, donc avec le 12,5 en finalité au niveau du top 8. Je vais faire une petite parenthèse, donc je ne m'attarderai pas forcément dessus, mais il y a eu un gros tournoi aux États-Unis ce week-end, un tournoi avec un cash prize à 10K et qui représentait quasiment 200 joueurs. Gagné par le Steel Song de Brian de Candio, donc un joueur assez connu, même s'il l'était peut-être un peu plus à l'époque de Pixelborn. Et on a le Viewge aussi qui était un deck représenté donc pas dans les deux premiers mais peut-être dans les trois quatre et qui représentait donc au début du tournoi 14% et qui en finalité dans le top 16 parce que pour eux c'était un top cut au top 16 et qui en finalité était représenté donc à 25% donc un delta de plus 11% entre la ligne de départ et le top cut. Donc on voit que le Ruby Amethyst revient en forme. Et pourquoi? Mais en fait, on en a déjà parlé un petit peu avant, mais là, en quelques lignes, enfin en quelques phrases plus tôt. Donc c'est vrai que le rugby améthyste avait perdu en popularité parce que son match-up, comme je disais, contre le vert gris Diablo Bucky était au mieux équilibré, mais voilà, c'était très rarement équilibré et plus largement, on va dire, en faveur, en tout cas plus fréquemment en faveur du vert gris, ce qui faisait que le rugby améthyste n'avait pas possibilité justement donc on va dire de poser son empreinte sur la méta comme il le faisait précédemment et donc forcément ses résultats étaient en déclin et de ce fait donc la popularité également. C'est un deck qui est extrêmement présent depuis le début de l'Orcana et en début de chapitre, les gens, et j'en faisais partie en fait concrètement, ont envie d'un petit peu de nouveauté et d'exotisme. Et c'est pour ça que dans une des vidéos précédentes, justement, bah, il y avait des decks qui étaient un peu moins, enfin des associations de couleurs, pardon, qui ont été présentées et qui étaient un peu moins jouées depuis le début de l'Orcana, mais ça fait toujours du bien. On a envie de s'essayer à des nouvelles choses, et force est de constater que le view, à partir du moment où il y a des échéances et une méta qui s'établit un petit peu, le Viouge, comme je le disais, en fait, c'est le deck le plus adaptable, on va dire, de l'Orcana, hein, vraiment, c'est l'adaptabilité pardon, par excellence. Et à partir du moment où il y a un field qui commence à se définir, en l'occurrence, là, ces dernières semaines, donc c'était avec Steel Song et Blues, eh bien, on a Viouge qui peut affiner un petit peu on va dire, sa decklist, son 60, on va dire, type,
et qui à partir de ce moment-là bien, peut rentrer donc dans les top decks de la méta et puis jouer avec ce qu'il sait faire de mieux, donc autrement dit la guerre d'attrition, prendre des rôles un peu différents en fonction des decks qu'il a en face, et chose qui était impossible contre le vert gris Bucky Diablo, dans le sens où sans carte en main, bah, le View ne peut pas jouer et ne peut pas faire sa guerre d'attrition tout simplement. Donc le top 8, on en est là. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le top cut pour ce Mulligan Challenge, il était au top 4. Le top 4 qui était composé de un violet rouge, un violet gris qui se sont affrontés, un steel song, donc jaune-gris, et un bleu-gris. Ils se sont affrontés en fonction du classement. Donc à l'issue des 5 rondes, donc en BO2, on a le premier qui a joué contre le quatrième et le deuxième qui a joué contre le troisième. Donc le premier, c'était le steel song, Bilou, qui a pris le dessus sur Willy Oufouf. On va voir les decklists juste après. Et on a Stein qui s'est fait éliminer par Karanian. Et en finale, donc on a Karanian qui a succombé donc, sous le talent de Bilou. Au niveau des decklists, euh, honneur au premier, le Steel Song. A noter que le premier et le deuxième ont fait à l'issue des 5 rondes 27 points, ce qui signifie en BO2 3 victoires et 2 matchs nuls, donc quelque chose qui est extrêmement solide, et en tout cas un win rate qui fait faire le top cut, plus ou moins peu importe on va dire peu importe le top cut, dans le sens où un Disney Lorcana Challenge, si sur 9 rondes vous en gagnez 6 et puis vous faites 3 matchs nuls, ça passe. Même 5 victoires et 4 matchs nuls, ça permet d'être normalement dans les top cuts, même si on se rend compte que le top cut est de plus en plus haut. Voilà, on a marqué ça à Bologne, où les gens concèdent, on va dire peut-être non plus forcément uniquement à la dernière ronde, mais ça commence aussi à concéder à l'avant-dernière pour permettre justement donc à d'autres personnes de faire le top cut. Voilà, donc pour revenir sur le Mulligan Challenge numéro 12, on a Bilou qui a gagné, et c'est vrai qu'avec cette liste, il y a quand même des choses qui sont à relever. Daisy, on va dire, qui peut susciter un petit peu de débat, de la discussion. Je trouve personnellement que 3 c'est le bon nombre, parce que c'est pas une carte qu'on veut jouer sur la draw. On la veut effectivement T1 sur le play, et encore, c'est même pas forcément toujours le play préférentiel. Et là où ça brille, c'est justement après un rêve bleu, où si on peut remettre deux, trois petites menaces à bas coût, mais avec un bon équilibre coût-lore, comme par exemple bah, Daisy qui coûte qu'un et qui lore 2, bien voilà, c'est une excellente suite à un rêve bleu. Piglet, je pense qu'il n'est joué qu'en 2 fois, entre guillemets, c'est mon point de vue, mais à nouveau pour la même raison, peut-être que Daisy, sur le play, c'est une très bonne carte, sur la draw, on n'en veut pas. Voilà, c'est vrai que l'avantage de Piglet, en revanche, c'est que lui peut partir en encre si jamais, donc on n'en veut pas sur la draw. Ursula x2, personnellement j'aime bien x4. Bah, après j'aime bien x4 si jamais il y a 4 Zeus. Là on voit qu'il y a 3 Zeus, hein, c'est un choix de Bilou. Et a priori donc il a eu raison. Donc c'est vrai que son équilibre a été trouvé comme ça, parce que je rappelle qu'il y a autant de listes de Stilsong que de genres de Stilsong. Chacun a un peu ses préférences. Donc 4 Ariel, 4 Smith, c'est quelque chose d'assez classique. Et les 3 Benja, donc ça s'explique tout simplement de toute façon par le fait d'améliorer le pourcentage de win rate contre bleu-rouge qui est très présent. Bleu-gris aussi, on le voyait qui revenait petit à petit, qui a commencé à faire sa réapparition, on va dire, dernièrement. Et c'est vrai que Benja, à nouveau, on l'a dit, c'est une carte qui coûte pas très cher, qui est ancrable, qui l'aura 2. Donc voilà, si jamais ça nous intéresse pas dans certains match-up, euh, si ça ne nous intéresse pas ni au niveau de sa capa de détruire, de bannir un objet, ni au niveau de son lore, dans certains match-up où il faut faire un peu plus la course, voilà, il y a possibilité de la mettre en encre. Toujours dans l'optique de gérer les jeux peut-être un peu plus lourds, ou en tout cas dans l'optique de Skillsong qui est très tempo, bien voilà, on a Pat qui vient s'intégrer parfaitement, on en a déjà parlé, il n'y a pas de surprise, là, les seules questions qu'on pourra avoir c'est au niveau du nombre d'exemplaires à jouer, et voilà, Pat qui est une carte très forte, et c'est vrai qu'en miroir notamment, où on l'a dit, le Skillsong est très présent, bien voilà, après un rêve bleu vous enchaînez par exemple avec ça, mais c'est vrai que l'adversaire peut se retrouver en difficulté à récupérer de la tempo. Je parlais de Pat, qui est une carte où la discussion qu'on peut avoir, c'est sur le nombre d'exemplaires dans le deck. Mais en fait, cette question, elle peut se poser également pour Navin.
donc qui est présent en deux, carte qui suscite de moins en moins de débats, à part auprès de Ketal, qui je crois n'aime pas la carte, mais on ne lui en veut pas. Et c'est vrai que De Candio, je vous avais dit qu'il avait gagné une liste, un tournoi pardon, de 200 joueurs ce week-end aux États-Unis, bien lui en jouait 4. Voilà, il n'y a pas de, pour lui, il n'y avait pas de questions, il joue des lanternes, voilà, c'est lanterne, Navine, rêve bleu. Voilà, en termes de tempo, c'est vrai que ça snowball un petit peu la partie, ça lui donne un coup d'accélérateur et c'est vrai qu'il y a peu de decks en fait qui peuvent on va dire, se targuer de tenir tête à une sortie un peu snowball de Steelsong. Réponse, Robin, c'est des classiques, on revient pas forcément là-dessus. Cendrillon, Cendrillon, la grosse Cendrillon qui revient petit à petit, à nouveau jamais en très grand nombre. Voilà, gros avantage qui est présent pour en miroir. Si jamais donc la personne arrive à jouer Cendrillon en premier, voilà, ça prend des trades, ça lore, c'est un gros chanteur, ça fait tout ce que ça veut, c'est juste un peu difficile à mettre en place, c'est pour ça que, enfin, c'est difficile et ça coûte cher, l'un va avec l'autre, et c'est pour ça que c'est pas toujours en gros nombre d'exemplaires dans les decklists de Silksong. On est toujours dans les choix qu'a fait Bilou. Je parle de choix parce que pour moi, c'est pas une carte qui est évidente, ou en tout cas absolument obligatoire. C'est le Bare Necessities, il en faut plus pour être heureux. Il en faut peu, pardon. Et 3 exemplaires, c'est un nombre que j'estime assez élevé. C'est vrai que dernièrement, pardon, on en voyait peut-être plus. Un ou deux, trois, ça s'explique aussi par la prédominance des jeux à la fois donc Steelsong et Blues, ou le fait d'enlever une carte non personnage, donc ça peut avoir une grosse influence sur la game. Surtout à nouveau après un rêve bleu, on enchaîne avec une chanson, enfin dans l'idéal on la chante. Et c'est vrai que chanter Bare Necessities pour connaître la main inverse avant de nous continuer notre déploiement après le rêve bleu, et surtout donc connaissance de la main et ralentir avec le fait d'enlever une carte clé, comme soyez prête, on va dire, si jamais ça joue contre Viewge. Donc voilà, ça peut donner un certain avantage. Un packaging assez classique de removal, donc les deux Storm John, Raging Fire, et également donc le Zeus. L'apparition d'un Zeus, c'est pas choquant, c'est pas ce qui a le plus, on va dire, démocratique, ou en tout cas c'est pas ce qui a le plus démocratisé, pardon, mais voilà, c'est vrai qu'on en voit quand même de temps en temps et je suis pas choqué. Il y en aurait deux ou plus, là ça m'interpellerait et j'aurais peut-être eu tendance à lui écrire pour connaître sa réflexion derrière ça. Parce que ce qui est important, c'est pas de critiquer, on va dire, des choix, mais c'est surtout de réfléchir, se mettre à la place de la personne, parce qu'une decklist, c'est pas un empilement de cartes, c'est une philosophie. Donc voilà, si pour lui, dans la philosophie, il estimait par rapport à son nombre d'équilibre en termes de removal qu'il fallait donc un Gravure Sword, voilà, ça peut s'entendre. On voit, je disais tout à l'heure, qu'il n'a entre guillemets que 3 2 que à mon sens. Mais voilà, c'est vrai que si jamais c'est, on va dire, les decks qu'il a rencontrés dernièrement commençaient à baisser un petit peu au niveau de la curve et qu'il se rend compte que c'est un bien d'avoir dans son deck un removal de masse, quelque chose qui inflige des dommages à beaucoup de personnages, bien voilà, dans ce cas-là, il aurait eu raison. Donc je me suis pas mal attardé sur la decklist du Steel Song parce que c'est le premier et voilà, il a tous les honneurs. Maintenant, on va quand même balayer donc rapidement également donc la liste du deuxième. Non, pardon, du quatrième, donc Willy Oufouf. Lui qui a fini à 24 points, ce qui est une performance honorable, en tout cas suffisante pour faire le top cut. Mon, il y a les capitaines Hook qui sont pas présents dans toutes les listes, qui sont présents là en 3 exemplaires pour baisser justement un petit peu la curve et prendre des trades avantageux contre les Steelsong. Quand je dis avantageux, c'est peut-être en termes de casting cost, donc c'est une carte qui coûte 1 et qui peut prendre des trades contre des cartes justement qui ont coûté plus que 1, donc c'est avantageux dans ce sens-là. Le mix on va dire de removal dans le bleu-gris est toujours un peu particulier et surtout propre à chacun avec sa propre sensibilité. Donc de Fire the Cannon justement pour avoir des removals donc à bas coût. Il y a toujours des présences de Let It Go, ça c'est un équilibre justement qui est propre à chacun. Dans les cartes qui peuvent un peu, alors interpeller pas forcément dans le mauvais sens parce que bleu-gris c'est un deck également qui est très adaptable, mais quand je dis interpeller c'est parce qu'il n'y a pas encore de consensus sur les listes de bleu-gris. Je pourrais vous parler effectivement de Flavorsham ou Cogsworth. Non, c'est des cartes qui sont bien entendu évidentes. On a Shenpo qui est un bon chanteur à 5. Chanteur à 5, c'est important pour les Let Go et Rêve Bleu. L'avantage de cette carte, c'est qu'elle ne se prend pas Medusa. Si jamais on veut la mettre en rempart pour protéger autre chose, eh bien ça ne meurt pas sur Maui.
On a Ariel en deux exemplaires, voilà pour le côté gros l'horreur. Tamatoa en 3, c'est vrai qu'on le voit en général en 4, mais c'est vrai que dans le rôle de finisher, bah, on a justement Ariel qui peut prendre ce rôle-là, et Ariel qui coûte un petit peu moins cher. On a les Simba dans les particularités qui viennent bannir un lieu ou un objet. Voilà, donc ça c'est pas une carte très courante. Voilà, ça aurait pu être Cusco, ça pourrait être Hideaway. Voilà, à nouveau, on a des cartes enfin, on a des cartes différentes qui ont un même rôle. Et après, c'est en fonction de comment on imagine la synergie, on va dire, de la carte dans la curve et dans le deck dans l'ensemble. Donc voilà, ça je critique pas, moi c'est juste quelque chose qui a attiré mon regard. Mais en soi, Willy Oufou, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu également, c'est un joueur qui a estimé. Donc voilà, c'est très intéressant de voir la liste d'un joueur qui est correct. Deuxième, Stein, qui était avec violet rouge. Les choix qu'il a fait dans les particularités, c'est le fait d'augmenter le nombre de drop à 1. Ce que je peux entendre dans le sens où on pouvait aussi s'attendre à on va dire, une résurgence, en tout cas une légère remontée des decks un peu aggro. Je parlais de violet-gris ou de vert-violet dans la vidéo précédente. On voit que là, ils ont gagné un petit peu en popularité. Donc c'est bien en tant que joueur de violet rouge d'avoir un peu plus de drop à 1 pour, on va dire, pour pouvoir avoir la certitude d'avoir en tout cas plus de chances d'avoir notre mana mime serpent, donc T2. Une 3-3 c'est extrêmement fort contre le Steel Song, et surtout le choix des 1-3 c'est parce que ça ne meurt pas sur les anti-bêtes, les anti-personnages de Steel Song, ou en tout cas pas ceux à bas coût, sauf cas particulier. Forcément, s'il y a des 1-3, il y a des Merlin crabes, donc qui permet justement au 1-3 de rentabiliser au niveau des trades, des défis. Quand je dis rentabiliser, c'est un petit peu comme le capitaine Crochet. C'est pas en termes comment dire, c'est pas en termes de coût, ça va pas prendre plusieurs trades, plusieurs défis, mais ça va défier quelque chose qui est plus gros grâce à l'aide de crabes. Et à ce moment-là, donc, on aura gagné en termes de tempo. À nouveau le package Mime Merlin, donc quelque chose qui est classique. Medusa maintenant qui est en x3, et ce depuis vraiment pas mal de semaines, j'ai l'impression, donc rien de choquant par rapport à ça. La Sisu, donc à 8, la grosse Sisu comme on dit pour les intimes, qui est jouée en x2, ce qui n'est pas le cas partout. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à cette carte, mais en soi, voilà, Stein a fait le choix de la jouer en x2. À nouveau, je pense que c'est toujours par rapport pour tenir un petit peu en respect le style song et les jeux aggro, donc avec le complément des 1-3 qui viennent prendre des value trades, ou en tout cas des trades de tout court en début de partie, pour ralentir l'adversaire, pour arriver jusqu'aux grosses cartes de view. Et en l'occurrence, là, les grosses cartes pour Stein, ça a été donc les deux Sisu. Il monte à 7 lieux. Euh, J'aime bien les lieux. 7, moi forcément, vous me connaissez, j'aurais envie de jouer un ou deux gyms par rapport à ça. Euh, voilà, c'est vrai que 7, je trouve peut-être personnellement, mais ça j'aimerais bien en discuter avec lui et ce serait avec grand plaisir, que c'est peut-être un peu beaucoup dans le sens où les lieux, voilà, si jamais on n'est pas vraiment bien installé dans la partie, ça peut bon, peut-être faire gagner un petit peu de temps, mais les lieux perdent de leur intérêt si on n'est pas suffisamment installé donc sur le board. Et ce qui me gêne avec le fait un petit peu de jouer cette lieux, euh, c'est que ça nécessite des sacrifices. On va dire 7 lieux, 10 drop à 1, forcément il y a des cartes qui doivent s'enlever. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de beaking, ce que je trouve un peu dommageable dans le sens où c'est un power play pour le view, il en a besoin. Donc quand je dis power play, c'est il chante et il enchaîne avec quelque chose d'assez consistant derrière. Voilà, ça, il n'en a pas la capacité. Et surtout, donc, la disparition des Maui. Personnellement, Maui, c'est un petit peu comme Soyez prête. C'est une carte que souvent je réduis en termes de nombre. Et je reviens toujours à au moins 3 voire 4 exemplaires. Et voilà, donc il y a des choix qui ont été faits, qui ont été payants pour lui. Voilà, concrètement, je m'attarderai pas forcément dessus. Ça lui a donné raison.
mais personnellement, si jamais je devais envisager Viewj, typiquement pour le tournoi de Lyon ce week-end, autant les drop 1, je suis assez en phase et en adéquation avec le fait d'augmenter justement pour, on va dire, s'assurer une prise de board dès le début. Autant l'absence de Biking et de Maui, je suis un peu moins fan et j'essaierai de leur trouver quelques exemplaires. Ça passerait peut-être par le cut d'une grosse 6 sous et de quelques lieux. Mais bon, ça à nouveau, c'est chacun son affinité. Donc notre ami Stein, il a perdu contre notre non moins ami Karanian, très sympathique au demeurant. Et en général, c'est un joueur assez régulier de Viewj. Bon là, il est parti, donc un petit métacall de sa part sur une liste violet-gris, un peu agressive, et c'est vrai que ça lui a réussi. Dans ce qui m'a surpris, c'est le carré de Maleficent, donc la 1 qui leur 2. C'est pas quelque chose à nouveau qui fait forcément consensus, mais là il a eu enfin il a choisi enfin il a fait le parti pris de partir sur une liste plus agressive. Et également donc le carré de Benja. En général dans ces listes-là c'est x2. Ce qu'il a voulu s'assurer c'est aussi donc un- une amélioration de son match-up contre le jeu Blues, mais également donc pouvoir casser la plume du bleu-gris, ce qui est, comment dire, un gros avantage en fait dans ce match-up. Et peut-être qu'il s'attendait à avoir quelques flûtes qui seraient potentiellement de retour. Donc x4, c'est vraiment un choix qui est tranché. Donc là, voilà, il n'y avait pas de demi-mesure. Il s'est dit, je veux casser des objets avec Benja, à nouveau qu'il aura deux. Donc vraiment, c'est une bonne carte. Et voilà, donc le choix était payant pour lui. On voit effectivement qu'il voulait partir sur le côté agressif, hein, parce qu'il joue aussi donc l'action 1-2 qui inflige de l'or qu'on joue x4 en général dans les jeunes violets aggro. Là, voilà, donc il a choisi donc la prise de board aussi un petit peu avec enfin de début de partie avec le Captain Hook, le Smee, le Fire the Cannon, et là, il a rajouté quelques cartes agressives avec donc justement donc l'action 1-2, le Benja et la Maléfique qui leur a deux. Personnellement, quand j'ai vu les decklists, je m'attendais à ce que ce soit Karanian qui passe contre le Viewj. Enfin, autant le Steel Song que le Steel Song, on va dire, est gagné, ça ne me choque pas vraiment. Si j'avais dû parier, je pense que je l'aurais fait également sur Bilou. Maintenant, je m'attendais à ce que Karanian ne passe pas le Viewj, parce qu'ils ont un petit peu les mêmes armes, mais là, c'est vrai que le choix en plus de Karanian de prendre une liste agressive, bah, pour moi, elle aurait été contrecarrée donc avec la liste un petit peu anti-agressive de Stein, avec les 10 drops à 1, les crabes à nouveau qui viennent prendre des trades, les 4 bagarres. Mais bon, en tout cas, ça a réussi à Caranial. Bon, malheureusement, son chemin s'est arrêté en finale, mais en tout cas, c'est un beau parcours et je tiens à lui présenter toutes mes félicitations. Et également ainsi qu'aux autres joueurs, bien évidemment. Donc là, on a parlé d'un tournoi, on va dire, j'ai envie de dire gros tournoi français, parce que 32 joueurs, même si en termes de nombre, c'est pas forcément énorme, c'est quand même assez représentatif des gros tournois qu'on va avoir là ces prochains temps. Et également, c'était 32 joueurs avec un niveau moyen qui était plutôt bon. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est des données qui sont intéressantes à analyser, parce qu'on peut en tirer quelque chose, et oui, on peut en tirer en fait des conclusions. Et quand on regarde un petit peu tout ce qui est passé, tout ce qui s'est passé, pardon, même dernièrement, moi j'aurais envie de vous partager ma tier list. Alors, à nouveau une tier list, c'est un petit peu en fonction de son metagame local. Il y a des personnes qui seraient peut-être pas tout à fait d'accord avec ça et on reste totalement ouvert à la discussion. Mais honnêtement, je suis assez serein sur le tier S. Alors, tier S, c'est un petit peu fort. Voilà, pour moi, c'est le tier le plus haut de la méta. Mais à nouveau, je tiens à préciser que dans une tier list, on peut plus ou moins gagner avec tous les decks en fonction du type de tournoi qu'on va faire. Un bon joueur, enfin un excellent joueur, un très très bon joueur peut gagner plus ou moins avec tout. Voilà, c'est vraiment la chose qui est à retenir. Mais les tier lists, ça sert à dire, voilà, pour un tournoi avec X joueurs d'un niveau plus ou moins équivalent, quels sont les decks qui ont le plus de possibilités d'aller au bout. Et pour moi, donc en premier, même dans les tiers, j'ai essayé de trier.
c'est le Steel Song. Le Steel Song, on l'a annoncé dès le début. C'est vrai qu'il s'était un petit peu fait alpaguer par les Bleus-Rouges qui étaient arrivés en masse et qui avaient un match-up très bon. Mais voilà, on parlait de triptyque précédemment et voilà, il y a d'autres decks qui se sont adaptés au Bleu-Rouge, qui fait que le Bleu-Rouge est un petit peu en perte de vitesse. Et au milieu de ce tiers S, on a le Viewge qui justement donc peut avoir un match-up vraiment favorable contre le bleu-rouge sans être totalement défavorable contre le Steel Song. C'est pour ça que le Viewge, voilà, il a repris sa place de deck qui est mauvais contre rien, à part peut-être un peu le vert violet, mais on va y revenir après. Et surtout qui s'en sort, ou en tout cas qui a un minima descend contre plus ou moins tout. Voilà. C'est pour ça que voilà, mon tier S, c'est Steelsong qui est devant, parce que c'est le deck en fait alors il domine pas, mais il définit le format. Donc le Steelsong qui est au-dessus, Vuge qui est juste derrière, le Blues en finalité pour fermer ce triptyque, on va dire, de tiers qui est au-dessus à mon sens. Et voilà, on a le vert violet. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que le vert violet, il peut avoir un très bon match-up contre le bleu rouge, contre le violet également, mais pour moi son match-up est pas bon contre le steel song, pardon, ce qui fait qu'il est un petit peu en dessous. Et les match-up aussi contre par exemple on va dire le violet gris ne sont pas évidents contre le bleu gris. Pour moi, ça a l'avantage du bleu gris, mais le bleu gris pour moi est défavorable contre le style song en général, en fonction des joueurs. Là, le niveau rentre vraiment en compte, il rentre dans les paramètres. Aussi défavorable contre le bleu rouge. C'est pour ça que voilà, le bleu gris est un petit peu en retrait. Et pour fermer on va dire ce tiers A, on a le violet gris. Le violet gris qui est un deck correct de toute façon, il est stable, il joue le package Mime Merlin, donc c'est forcément un deck qui a on va dire un minimum viable. Mais voilà, il a tendance à avoir un peu plus de match-up défavorables contre les decks au-dessus que les autres decks qui sont présents. D'où sa présence, on va dire, dans le tier A, parce que c'est un deck qui est vraiment viable, mais voilà, dans le fond de tier A. Après, je ne m'attarderai pas sur les autres tiers. Parce que là, ça dépend aussi un petit peu des decklists. Il y a des decklists qui sont un peu différentes, mais ces decklists, de manière générale, en tout cas ces associations, pardon, je ne sais pas si je l'ai prononcé correctement, ces associations de couleurs, voilà, performent un peu moins. Donc j'entends par là donc le jaune-vert, le bleu-violet qu'on attendait beaucoup et qui finalement va de déception en déception, le bleu-vert, qui lui, à l'inverse, on va dire, nous a fait un petit ascenseur émotionnel. On était content de voir cette association de couleurs et on se rend compte que finalement, elle n'est pas dans le top top. C'est un deck qui est extrêmement plaisant que je vous encourage à jouer, mais voilà, c'est pas avec lui statistiquement que vous avez le plus de chances de gagner. Ensuite, le vert jaune aggro, pardon, violet jaune, pardon, aggro, améthyste ambre. Voilà, qu'on attendait plus haut que ça, mais on se rend compte après test que finalement il ne performe pas autant que ce qu'on pouvait croire, malgré l'ajout bon, de Désir, mais surtout du Chromicon Violet, qui est vraiment une carte absolument on va dire sensationnelle, et voilà, qui fait que le deck on va dire, disparaîtra pas totalement parce qu'il a quand même de trop bonnes cartes pour qu'on doive totalement l'ignorer. Le jaune-rouge, donc Red Face, enfin Red Song ou Red Fassa, peu importe le deck, on va dire, n'est pas suffisamment consistant pour que sur la ligne de départ, on soit suffisamment confiant pour qu'il soit dans le top cut. Ça arrivera de temps en temps, c'est un deck qui est viable, mais en tout cas, il arrivera dans le top cut moins fréquemment que les autres. Après, donc on va dire le vert rouge, en général sous forme évasive. On a le vert gris dont on a parlé tout à l'heure. Donc tout à l'heure on l'a évoqué sous forme de meule, mais également donc sous forme de manière un peu plus classique. Peut-être que là il reviendra, mais j'imagine sous la forme du chapitre 3. Un deck, une association de couleurs que j'aime bien personnellement, mais qui ne performe pas actuellement et que je vous encourage pas à prendre si jamais vous avez des ambitions de victoire à un tournoi compétitif. Et pour finir, j'ai envie de dire, on n'en parle pas, mais on va en parler. Ça va faire une belle prétérition. Donc, on n'abordera pas donc le gris-rouge et le bleu-jaune. Mais voilà, si jamais vous avez envie de prendre du plaisir à travers le canin, je parle, voilà, vous pouvez le faire à travers ces associations de couleurs. Ça, c'est ma vision de la méta à un instant T. Voilà, à savoir que c'est ma vision, enfin, c'est la vision qui m'est propre.
J'ai vu des tier lists passer qui seront peut-être un peu différentes et il y en a d'autres qui vont venir qui seront différentes. Voilà, tout simplement parce qu'il y a les affinités de chacun, les tests et également donc la méta qui évolue. C'est ce qui fait tout son charme. Donc voilà, la tier list d'aujourd'hui, ça se trouve, j'en referai une dans 2 semaines et elle sera différente. J'ai parlé de tier list d'autres personnes. Il y en a qui ont fait des tier lists vraiment jolies. Moi, comme je vous ai dit, c'est youtubeur en formation. Je suis vraiment pas très. Enfin, je pourrais être un boomer comme certains disent et ils auraient totalement raison. Mais voilà, ce qui est important, même si en 2024 on a tendance à se concentrer sur la forme, là voilà, la forme est peut-être un peu moins jolie, mais j'espère vous avoir apporté de la consistance sur le fond. Et d'un côté, c'est ce qui m'intéresse, c'est que mes propos puissent vous aider oui, on va dire votre vision de la chose, en tout cas sur vos choix de deck pour les tournois à venir. Donc quoi qu'il en soit, moi je vais vous laisser là. C'était à nouveau un grand plaisir. Je me rends compte que ça fait un petit moment que je parle parce que j'ai commencé, il faisait jour, maintenant il fait nuit et la lumière était loin, donc j'avais pas me lever pour allumer. Mais c'était un plaisir et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous d'ici là. Au revoir.